va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Ethan Bojar et Victor Noël pour poursuivre cet entretien sur la jeunesse, la biodiversité. Un entretien qui va débuter avec une question d'Apolline Benoît-Gonin. Et oui, donc tu te présentes comme un naturaliste militant, mais qu'est-ce que cela signifie ? Alors, ouais, naturaliste, tout dépend ce qu'on entend par le terme naturaliste. Il y a le terme naturaliste qui pourrait dire quelqu'un, un sachant, quelqu'un qui étudie la nature et qui a de grandes connaissances et qui est un spécialiste. Moi, du coup, je suis pas naturaliste dans ce sens-là, mais si on pense qu'un naturaliste, c'est une personne qui s'intéresse, qui aime observer la nature, ben, dans ce point de vue, je suis un naturaliste. Et donc, sur ce côté, je suis un naturaliste. Et puis le militant, bah, en fait, tout simplement, c'est lié à partir du moment où on est attaché par les écosystèmes, par les espèces vivantes, eh bien, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait pour les défendre. Et le militantisme fait partie du large spectre d'engagement qui est possible d'entreprendre pour inciter à une autre société moins destructrice et un autre rapport au vivant, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a lancé dans l'engagement pour la biodiversité ? Bah, il n'y a pas eu vraiment de déclic, hein, mais disons que ce qui m'a d'abord donné envie de m'engager, c'était qu'en fait que j'observais ce qui m'entourait et j'avais pas juste envie d'être un consommateur entre guillemets de la nature, c'est-à-dire où j'observe, où je photographie juste et je profite. J'ai l'impression d'avoir une certaine responsabilité en tant que personne qui a conscience du fait qu'on est en train de vivre un effondrement global de la biodiversité, hein. Par exemple, 80% des populations d'insectes volants ont disparu en Europe en 30 ans. Et donc, je voulais pas juste être observateur sans rien faire, quoi. Être conscient, mais je trouvais ça un peu incohérent, quoi. Il y avait pas c'était un peu contradictoire. Et donc, j'ai eu envie de sensibiliser, de faire passer des messages et de faire partie, entre guillemets, à ma petite échelle du changement, quoi. Victor, tu as 18 ans, tu es engagé pour la biodiversité. Est-ce que tu veux continuer dans ce domaine ou tu as d'autres projets d'avenir ? Bah, dans tous les cas, moi, comme c'est ma passion et Oui. j'ai ça dans les tripes, quoi, que ça soit l'observation, que ce soit comme tu disais le militantisme, c'est quelque chose que, enfin le militantisme, oui, au sens large, c'est quelque Oui. chose que j'ai dans les tripes, donc je continuerai, ça fait partie de ma vie. Après, professionnellement, je sais pas exactement, là je fais un bac pro gestion des milieux naturels et on verra plus tard plus exactement. Et tu as ta petite notoriété grâce à ton engagement. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux et tes vidéos ? Que je gère mes réseaux sociaux. Bon, je suis pas non plus très présent sur les réseaux sociaux, mais bon, comme c'est un moyen un peu de diffuser des idées, des messages, j'y suis quand même. J'ai Facebook, j'ai YouTube. Voilà, je suis pas très présent, mais de temps en temps, je publie des vidéos. La dernière vidéo que j'ai publiée, là, j'ai voulu mettre en valeur une mobilisation locale qui a lieu ici, près de Metz. Donc là, on veut raser la forêt de Mercy pour y implanter un champ de panneaux photovoltaïques, donc une forêt donc avec toutes ces espèces vivantes en plus qui est classée réservoir de biodiversité. Donc il y a une lutte locale actuellement pour défendre cette forêt, pour non pas s'opposer aux renouvelables en général, mais de dire que le renouvelable, les panneaux photovoltaïques doivent être installés d'abord sur les zones artificialisées et pas raser des forêts par facilité pour y implanter. C'est un non-sens total. Et donc la dernière vidéo que j'ai postée par exemple, c'était là-dessus, quoi. D'accord, sur YouTube, mais pas que. Et oui, puisque tu as un blog où tu écris des articles sur différents sujets. Le premier date du 10 novembre 2013. Tu n'avais que 8 ans, si je ne me trompe pas. Et comment as-tu eu l'idée de créer ton propre blog à un si jeune âge ? Bonne question. Ouais, et bah d'ailleurs, je me souviens plus trop, c'était quoi, d'où c'est venu, mais ouais, c'était certainement voilà l'idée de partager ma passion. Et puis au début, c'était vraiment c'était plus centré naturaliste où je parlais des oiseaux, etc. Et puis plus le temps est passé, plus ça devenait un peu plus engagé, quoi. Bon, ça fait longtemps que j'ai pu poster d'articles. J'ai écrit différemment avec notamment le livre qui est sorti en Oui, septembre. on aura l'occasion d'en reparler. Bah d'ailleurs, on y va tout de suite. Et oui, parce que donc tu as également écrit 2 livres sur la biodiversité. Comment en es-tu arrivé là ? Eh ben, en fait, c'est les éditions Delachaux et Niestlé
qui m'ont proposé, et je les remercie encore, de me donner la parole. Ils voulaient donner la parole à un jeune, notamment sur le sujet de la biodiversité. Donc d'abord en 2014, non en 2014, en 2019, donc quand j'avais 14 ans. Et puis le deuxième, donc le premier c'était Je rêve d'un monde, et le deuxième donc qui est sorti là en septembre, qui s'appelle Sur les chemins du vivant. Voilà, donc c'est une promenade à travers notre environnement familier, donc entre autres ici en Moselle, je passe le long de la Moselle, je passe dans la forêt, je passe en ville, et en fait l'objet du livre, cette promenade, c'est un peu un prétexte pour inciter le lecteur à observer ce qui l'entoure, à prendre conscience qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a énormément d'espèces qui sont là et qui comptent, qui ont une valeur, et en fait c'est un moyen de repenser de façon culturelle notre rapport au vivant en fait, et d'appeler un rapport plus humble, moins prétentieux, plus respectueux à l'égard des espèces qui nous entourent. Du coup, oui, on va s'appuyer sur quelques éléments de ce livre puisque tu nous emmènes en balade en Moselle. Mais en quoi exactement, plus précisément, ces balades nous informent sur les différentes menaces qui pèsent sur la nature? Comment est-ce que tu exprimes ça à travers les différents lieux qu'on voyage En effet, alors il y a des lieux, par exemple, que je passe dans un champ et je dis ce champ-là c'est un désert de biodiversité parce que je passe au milieu de monoculture où justement on laisse pas la place aux espèces, on a supprimé les haies, on utilise des poisons que sont les pesticides qui sont tout simplement des tueurs, des poisons qui tuent la vie. Et donc il y a des lieux comme ça qui servent à illustrer l'effondrement de la biodiversité, hein. On vit une 6e extinction de masse des espèces et nous-mêmes on est dépendants de ces espèces, hein. L'humain n'est pas le seul garant de son existence, il vit grâce aux autres espèces vivantes. Donc il y a ces lieux qui sont là pour montrer cet effondrement de la biodiversité. Il y a des lieux, par exemple, comme la ville. Je traverse la ville pour montrer que même en ville, il y a énormément de choses à observer. Il suffit d'être curieux, il suffit d'être attentif à ce qui nous entoure. Et il y a des lieux qui sont là plus pour questionner notre rapport au vivant. Par exemple, je passe à côté de la Moselle, je parle du grand cormoran, c'est un oiseau qui est mal aimé, par exemple, par les pêcheurs parce qu'il va manger des poissons. D'accord. Et donc, ça me sert de parler de cohabitation et de rapport, le fait qu'on puisse vouloir souvent toujours dominer, avoir une emprise sur les autres espèces. Donc c'est un peu un moyen de réunir tout ça et de questionner ce rapport aux autres espèces. D'accord. Et selon toi, donc, il faut s'engager pour la biodiversité, mais que peuvent faire les jeunes de moins de 25 ans? Plein de choses. Plein de choses. Jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Hein, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle dans l'engagement. Peu importe ce qu'on fait, selon nos convictions, selon nos possibilités, selon nos envies, il y a plein d'associations qui sont là, il y a plein de collectifs, de mouvements, on peut rejoindre des associations, on peut descendre dans la rue quand il faut descendre dans la rue, on peut être sur le terrain à protéger les espèces, on peut proposer, je sais pas, des projets à sa commune, ou bien la questionner quand sa commune prend des choix pas terribles. Donc il n'y a pas de règle dans l'engagement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on est dans une période tellement critique que toutes et tous, on doit se réunir collectivement, hein. On parle souvent des gestes individuels, mais le changement, il va au-delà du geste individuel. Le changement doit être culturel et sociétal. Et donc, dans ce contexte, on doit s'engager collectivement, et plus nombreuses seront les personnes engagées, plus l'idée du changement paraîtra évidente. Et ça, c'est ce point de bascule qui a trouvé, c'est le moment où il y a un truc, souvent on parle de reconnaissance sociale. Est-ce que on rend, comment dire, attirant des choses qui n'ont plus lieu d'être, la destruction, la surconsommation, la compétition, ou est-ce que on rend attirant des nouvelles valeurs plus respectueuses du vivant, détachées du capitalisme, du productivisme, de la surconsommation outrance. Et c'est ce point de bascule dans la reconnaissance sociale, c'est le moment où dans les réseaux sociaux, on trouvera plus de choses qui valorisent les vacances à Dubaï, mais où on incitera les gens à lever la tête pour observer les oiseaux. Et ça, pour trouver ce point de bascule culturel, c'est quelque chose qu'on doit faire collectivement, en parlant autour de soi, en se réunissant pour amorcer ce changement culturel et cette lutte plus concrète contre un système destructeur. D'accord, il nous reste déjà un petit peu moins de 7 minutes dans cette émission. On va avancer. Et plus tôt dans l'émission, tu m'as dit que tu n'utilisais pas forcément le terme nature. Tu préfères parler de vivant. C'est ça. Mais alors pourquoi ? Parce que
du moins dans l'usage qu'on fait du mot nature, souvent c'est vrai que quand on utilise le mot nature, on fait comme si la nature c'était tout ce qui était autre que l'humain. Comme Oui. si la planète Mars, les insectes et les arbres c'était la nature et que l'humain c'était quelque chose d'autre. Or l'humain fait partie du monde vivant. C'est une espèce parmi tant d'autres. Et l'humain n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas indépendant, ne vit grâce aux autres espèces. Et donc c'est un peu pour nous resituer dans un tout de façon plus humble. Et mon message donc c'est de dire que si on détruit les espèces, on se détruit nous-mêmes, mais un autre rapport au vivant, c'est aussi de dire on respecte, on défend les espèces pour ce qu'elles sont, et pas seulement parce qu'elles nous sont utiles et profitables. Est-ce que tu estimes que la forêt n'a pas forcément besoin de l'homme? Bah, elle n'en a pas besoin. Alors moi, je suis pas contre l'exploitation des forêts. Simplement, il faut dire que si on va dans les forêts couper des arbres, c'est pour nous-mêmes, pour nos besoins, pour les besoins de la société, mais on le fait pas ça pour un intérêt écologique pour la forêt. Donc encore une fois, c'est comment on présente les choses. Est-ce qu'on se présente comme étant comme nécessaire partout, tout le temps, ou est-ce qu'on Enfin voilà, c'est simplement encore une histoire de rapport plus humble. On va pas dans la forêt pour elle, on va dans la forêt pour nous. Et à partir du moment où on se dit ça, comment on fait pour le faire de façon la plus saine possible, quoi. On ne fait plus de coupe rase, etc. Pauline. Et dans un autre article, on a pu enfin comment dire, dans un article, oui c'est mieux, on a pu comprendre que tu voulais changer le vocabulaire concernant les friches. Penses-tu que nous devrions faire plus attention aux mots qu'on utilise en général? Bah ouais, c'est ça, les mots ont un sens, et quand on parle de rapport au vivant, justement, on voit cette importance des mots. On entend souvent parler d'espèces nuisibles, de mauvaises herbes, comme si on donnait une valeur intrinsèque aux espèces selon si elles nous dérangent ou si elles nous sont utiles, ou donc dans une perception uniquement anthropocentrique, c'est-à-dire où seul l'humain a une valeur. Et donc pourquoi je parle des friches dans le livre, c'est pour un peu redorer l'image des friches. Souvent les friches, on les perçoit négativement parce qu'elles sont abandonnées. Et le fait qu'elles sont abandonnées, on leur donne pas de valeur parce que l'humain n'y entreprend plus d'activité. Or c'est des lieux qui grouillent de vie, c'est incroyable. Et à partir du moment où on donne la valeur à des lieux qui grouillent de vie, eh ben on appelle le mot friche n'aurait plus une connotation négative, mais une connotation simplement positive, parce que c'est des endroits incroyables. Apolline, Euh, on peut reparler du projet récent qui tourne autour du parc photovoltaïque dans la Ouais. forêt de Mercy. Est-ce que tu vois un engouement autour de cette question? En 1 minute 30, on commence à arriver vers la fin de Ouais, l'émission. ça marche. Bah, ouais, donc voilà, donc il y a ce projet de raser cette forêt pour y implanter un champ de panneaux photovoltaïques. Et donc il y a une mobilisation qui se construit pour lutter contre ce projet. Donc ce projet, il est porté par l'usine d'électricité de Metz, enfin une filiale de l'usine d'électricité de Metz et l'Eurométropole. Et donc le but, c'est de faire reculer ce projet. Et en effet, ce qui est très intéressant, ce qui est beau à voir dans cette mobilisation, c'est qu'elle réunit énormément de personnes différentes. J'ai vu des militants écologistes, j'ai vu des citoyens engagés, j'ai vu des naturalistes qui d'habitude on les voit pas forcément ensemble. Mais là, cette lutte réunit, cette lutte ouvre peut-être de nouvelles perspectives, et voilà, elle crée qu'elle est un moyen de réflexion, un moyen d'échange. Et ça, on en a besoin un peu de ces moments où les citoyens se réunissent autour d'une préoccupation commune. Et là, il se trouve que cette préoccupation commune, c'est la défense du vivant et des biens communs, parce que les forêts sont des biens communs. Il nous reste 2 petites minutes. Victor, on peut peut-être terminer en parlant de ton blog. À qui est-il destiné exactement? Bon, à tout le monde, hein, y a pas de... c'est comme le livre, il est destiné à tout le monde. Peut-être aux gens qui n'ont pas encore tout à fait compris la gravité de la situation, aussi peut-être aux gens qui l'ont compris, mais qui comment dire, n'ont pas encore peut-être compris à quel point tout doit être repensé dans la société, de manière que ça va de notre système économique à notre façon de consommer, à notre façon de penser. Et donc non, mais tout le monde, j'invite tout le monde. Enfin, il n'y a pas de public ciblé. Et puis aussi les amoureux de la nature qui aimeront se promener comme ça dans ces livres, à observer les oiseaux, un peu tout ce que j'évoque dans le livre. Il n'y a Puis- pas tout le monde, voilà, il y a les jeunes, les moins jeunes, peu importe. Puis il y a aussi une chaîne YouTube, toujours Voilà. disponible. Il y a du coup des livres qui sont sortis, qui sont toujours disponibles. Je pense qu'on peut les trouver sur Sur différents dans les sites librairies, web, dans moi, les librairies. C'est mieux de privilégier les librairies On va indépendantes plutôt que privilégier les d'aller sur librairies. Amazon. D'ailleurs, dans mon livre, je critique aussi Amazon, donc voilà. Donc si vous voulez c'est en l'occasion savoir de plus boycotter. sur la vie de Victor sur Amazon, n'hésitez pas. C'est dans le dernier livre du coup?
Ouais, c'est ça, ouais. Donc sur les chemins du vivant. D'accord, bon, on va peut-être terminer avec tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victor? Alors, on peut me retrouver sur Sur Facebook, Facebook. le blog de Victor. YouTube, c'est juste Victor Noël. Mon blog, c'est aussi le blog de Victor. Voilà. Voilà, c'est juste Victor Noël sur YouTube et le blog de Victor sur. Et Instagram, c'est Victor Noël aussi.